pouvoir passer dans le vif du sujet. Donc, je vais sans plus attendre laisser la parole à Claude Chastagnier, qui est professeur de civilisation états-unienne et de communication interculturelle à l'université Paul Valéry de Montpellier 3. Il est auteur de La culture rock paru au PUF en 2011, ainsi que de Révolte et utopie, militantisme et contre-culture dans l'Amérique des années 60, également paru au PUF en 2011. Il est également l'auteur de Patti Smith Outside, paru aux presses universitaires de la Méditerranée en 2015. Et son prochain livre, Des Barrios au Bayou, musique populaire et identité aux États-Unis, va paraître très prochainement, si bien compris, aux presses universitaires de Bordeaux. Et c'est sur le thème de ce dernier livre que nous l'écouterons aujourd'hui, puisqu'il va ouvrir cette séance avec une présentation intitulée Nouvelles approches esthétiques et protestations sociales dans les corridos urbanos contemporains. Présentation dans laquelle il nous parlera, entre autres, de la diversification des esthétiques réalistes mobilisées dans les narcocorridos par de jeunes artistes mexicains et mexicains-américains, notamment à travers le cas du groupe Tercer Elemento. Bonjour. Eh bien, cette présentation concernant effectivement la musique mexicaine-américaine, j'aimerais commencer par quelques chiffres pour donner la mesure des enjeux. La population latinex aux États-Unis, toute origine confondue, représente 60 millions de personnes, ce qui constitue 18% de la population états-unienne, et au Texas et en Californie, 40% de la population. Plus spécifiquement, les Mexicains américains, ce qu'on appelle les Chicanex, représentent 37 millions d'habitants légaux, on va dire, et environ 7 millions d'illégaux, mais installés, ce qui constitue 11% de la population états-unienne et 61% de l'ensemble de la population latinex. Vous voyez les zones où on les trouve en rouge les plus nombreux, en rose un peu moins nombreux, donc bien sûr particulièrement les 4 États du Sud, Californie, Nouveau-Mexique, Texas, Arizona. Rien que pour vous donner une idée, Los Angeles, sur 4 millions d'habitants, 50% sont des Latinx, 32% sont des Mexicains américains. Les Mexicains américains sont constitués de 2 groupes différents. Alors d'une part, les populations mexicaines qui vivaient sur le territoire, un territoire qui a été progressivement occupé par les États-Unis, c'est les zones blanches sur cette carte, qui étaient auparavant, jusqu'au 19e, des territoires mexicains et qui progressivement sont devenus des territoires américains, mais les populations qui vivaient là, ils sont restés. Et puis, bien sûr, le deuxième groupe de Mexicains américains, ce sont les immigrants mexicains qui se sont installés légalement ou non aux États-Unis, et ce, en grand nombre depuis le début du XXe siècle, la fin de la Révolution mexicaine. Donc, forcément, la présence culturelle mexicaine aux États-Unis est très forte, et en particulier dans le domaine musical, avec des styles qui ont été développés soit dans les États du nord du Mexique, soit dans les États du sud des États-Unis, là où vit cette population. Quelques styles que vous pouvez reconnaître aux images. En haut à gauche, la musique mariachi. À côté, tout ce qu'on a appelé le Latin rock ou le Chicano rock ou la musique Tex-Mex. En bas à gauche, avec les instruments à vent, c'est le style banda. Et puis la dernière à droite, c'est plutôt le style conjunto ou música norteña. Le style dont nous allons parler aujourd'hui, les corridos, est constitué de ballades narratives qui apparaissent au nord du Mexique, dans les États du nord du Mexique, dans la seconde moitié du 19e siècle. Mais les origines de ces corridos remontent beaucoup plus loin, en Espagne, à la Renaissance, dès la Renaissance. On entend dans le style corridos des influences espagnoles, bien sûr, mais aussi amérindiennes, des influences slaves, des influences germaniques, avec une instrumentation qui précisément mêle accordéon germanique au tuba, tout sur des rythmes de valse et des rythmes de polka.
Ces corridos ont été longtemps analysés comme une forme de protestation sociale et de résistance culturelle. Mais récemment, et c'est ce dont je vais parler, de nouvelles formes de corridos sont apparues. Et quand je dis récemment, c'est vraiment les 2-3 dernières années. Et d'ailleurs, Marion parlait de mon livre, mais j'en parle même pas dans mon livre parce que c'est trop récent. C'est vraiment des choses toutes nouvelles. Ces formes sont vraiment différentes des formes de corridos précédentes. Et il est donc légitime de se poser la question et de se demander si les corridos représentent, si ces corridos représentent toujours un vecteur de résistance. Alors, je parlais de l'origine des corridos qui remontent au 19e, et les premiers corridos du 19e traitent de façon assez réaliste des sujets d'actualité, tels que les crimes, les accidents, les inondations, des conflits entre fermiers, des rivalités amoureuses aussi, et puis tout particulièrement ce qu'on appelle les conflits interethniques, c'est-à-dire les conflits qui opposent la population mexicaine ou mexicaine-américaine à la police des frontières états-uniennes. Alors, on va quand même écouter un premier extrait de ces tout premiers corridos, donc un morceau de la fin du 19e, très connu, dans une version de 1949. En el condado del Carmel, miren lo que ha sucedido. Murió el chiripe mayor, quedando Román herido. Alors, un thème récurrent de ces corridos, c'est la contrebande. Jusqu'à la fin du 19e, la contrebande, elle se faisait surtout des États-Unis, justement, vers le Mexique, avec des produits de luxe, des armes, des épices, des choses comme ça. Mais à partir des années 20, avec la prohibition aux États-Unis, le sens de la contrebande s'inverse et ça devient la contrebande du Mexique vers les États-Unis, avec au début une contrebande d'alcool, mais très vite, dès les années 20, contrebande de drogue, essentiellement de cocaïne, de morphine et de marijuana. Et les corridos vont tout naturellement chanter désormais les exploits des trafiquants de drogue, et ils vont prendre un nouveau nom, on va les appeler les narco-corridos, parce qu'ils chantent justement les trafiquants de drogue. Ils connaissent une baisse de popularité dans les années 50 et 60, mais ils ressurgissent avec force dans les années 70 avec un groupe en particulier qui s'appelle Los Tigres del Norte et deux albums que je vous ai mis ici, Contrabando y Traición et Corridos Prohibidos. Les narco-corridos se sont depuis subdivisés en de multiples sous-genres, et en particulier un des plus connus depuis une dizaine d'années, qui est le movimiento alterado, le mouvement altéré, et alterado au sens d'être un peu fou ou d'avoir pris des drogues, etc. Et ces nouveaux genres fusionnent la musique banda, donc des cuivres, l'accordéon, mais aussi l'esthétique gangster rap nord-américaine et la thématique gangster rap nord-américaine. Et de fait, on chante dans ces corridos alterados, on chante sans aucune émotion, sans aucun pathos, la vida loca, la vie folle des drug lords, règlement de compte, exécution, torture, tête coupée, mais aussi la drogue, les filles, bien sûr, le luxe, la vie de luxe, etc. Un petit exemple de corridos alterados par Los Bucnas de Culiacán. Vous voyez les paroles en espagnol, mexicain. La traduction française donnerait avec une kalachnikov et un bazooka sur l'épaule. On coupe la tête de quiconque se met en travers de notre route. Nous sommes des sanguinaires fous et malades. Nous aimons tuer. Tout un programme qu'on va écouter pendant quelques secondes. Y más alterados que nunca, los reyes del movimiento alterado, Bucanas de Culiacán, Sinaloa. Vamos a enseñarles
a demostrarles un corrido nuevo. Este se llama Los Sanguinarios. Y arránquense, banda, vámonos. Alors, ça peut sembler surprenant quand on entend ce style de musique tellement loin du rock ou de la pop, y compris de la pop latino, mais aux États-Unis comme au Mexique, les narcocorridos connaissent un immense succès. Qu'il s'agisse des premiers des années 70 dont je vous parlais, de Los Tigres del Norte, Los Tigres qui ont vendu plus de 40 millions d'albums, qui donnent des concerts devant 200, 300 000 personnes, et dont les titres, si vous regardez sur YouTube, ont été visionnés des centaines de millions de fois, mais même ceux plus récents, comme par exemple Los Bucnas de Culiacán, ou le plus connu qui s'appelle El Commander, et les visionnements les plus faibles, c'est de l'ordre de 5-6 millions, mais ça monte facilement à 150, 160, 170 millions. La critique est unanime quant à la fonction sociale de ces corridos, qu'il s'agisse d'ailleurs des tout premiers du 19e que des corridos, narco-corridos plus récents des années 70 ou ceux-là dont on vient d'entendre un extrait. Que dit la critique? La critique dit les corridos sont un acte quotidien de résistance, un hilo de resistencia. Pour Américo Paredes, qui est un des critiques de corridos les plus connus, les ballades de la région du Rio Grande représentent une résistance, l'emprise qu'exercent les forces extérieures états-uniennes. Il faut dire que les protagonistes des narcocorridos, ces drug lords, représentent ou plutôt correspondent à ce qu'on a appelé le bandit social, ce que Hobsbawm a appelé le bandit social, l'archétype du bandit social, c'est-à-dire un individu marginal, hors la loi, mais qui accède à la richesse et au pouvoir, à la puissance, en défiant les autorités, un petit peu sur le modèle de Robin Hood, Robin des Bois. Et même s'il s'agit, même si ces protagonistes sont des trafiquants violents et sans pitié, leurs exploits et leurs richesses génèrent dans la population mexicaine et mexicaine-américaine des sentiments d'autant plus libérateurs que la plupart de ces trafiquants sont, comme eux, issus de milieux modestes. Ce rôle de résistance culturelle est encore plus marqué dans le Movimiento Alterado, parce que le Movimiento Alterado met en avant à la fois une identité mexicaine forte, les textes sont en espagnol, vous l'avez entendu, vous avez entendu l'instrumentation et les formes musicales mexicaines traditionnelles, l'accordéon, les cuivres, la polka, mais c'est combiné avec une modernité très séduisante qui est celle de l'esthétique et de la thématique des gangster rap. Vous voyez les vêtements, les poses, les lunettes, etc. Et désormais, la jeunesse mexicaine et la jeunesse mexicaine-américaine n'a plus besoin d'aller chercher ces modèles identitaires dans la culture dominante anglo-américaine. Au contraire, c'est même grâce à cette identité mexicaine marquée que les narcocorridos se sont imposés. Et la critique en conclut, les corridos, les narcocorridos, sont devenus la forme par excellence d'action et de résistance contre l'hégémonie culturelle et politique toujours plus marquée qu'exerce la société anglo-américaine. Mais tout ce que je viens de dire là, tout cela, c'était vrai il y a encore peu, mais ce ne l'est plus tout à fait autant avec l'apparition d'une nouvelle génération, très très jeune, dont je vais maintenant parler, et qui emmène les corridos et les narcocorridos dans de nouvelles directions. Puisque à la surenchère de violence, de cruauté des corridos alterados en particulier, succèdent aujourd'hui de nouvelles tonalités, beaucoup plus intimistes, beaucoup plus liées à la vie quotidienne de Mexicains américains ordinaires et non plus des drug lords. Et on peut donc légitimement
se demander si ces nouveaux corridos endossent toujours cette fonction de résistance dont parle par exemple Ramón Saldívar. Tout a commencé il y a une petite dizaine d'années, avec une nouvelle génération de chanteurs qui développent un style que la presse a baptisé urbanos, urbain, avec des chansons qui se font plus intimes, comme je disais, plus personnelles, et qui traitent de la vie quotidienne de la génération Z, en abordant par exemple des thématiques familiales, des thématiques amoureuses ou même scolaires. On parle des fêtes entre copains, de boom, d'amour adolescente, on parle des amitiés, on parle même des études. Et comme le déclare l'un de ces artistes, il y a déjà beaucoup de violence dans le monde, ce n'est pas à nous de continuer à la promouvoir. Nous préférons chanter sur la fête, sur l'amour et sur des thèmes romantiques. Autre évolution aux implications sociales que je ne développerai pas, mais qui sont importantes, ces nouveaux corridos dessinent un rapprochement inédit avec la jeunesse africaine-américaine. Il y a des hommages, par exemple, à des rappeurs africains-américains dans les chansons. Il y a des duos entre les artistes des deux styles. Par exemple, il y a eu un duo entre Nathanael Cano et Snoop Dogg. Il y a des concerts de corridos alterados dans les clubs africains-américains de Los Angeles. Un groupe en particulier se distingue par sa modernité urbaine, c'est Tercer Elemento, le troisième élément, qui est originaire de Las Vegas, qui est déjà un peu nouveau. Alors vous voyez sur ces photos, le groupe, il y a eu deux époques du groupe, ça c'est la photo du groupe actuel, et en bas à gauche, leur chanteur, Christopher Nava, chanteur très jeune au moment où le groupe s'est formé, puisqu'il avait 15 ans en 2016, et qui est le groupe, et lui en particulier, Nava, a adopté un look différent, le look streetwear adolescent, avec la casquette de baseball, le t-shirt, le sweat à capuche, les tennis aux pieds. Et puis, il a une allure assez juvénile. Non seulement il est jeune, mais il a un corps svelte, une toute petite moustache, pas plus. Quand il enlève sa casquette, c'est une coupe au bol. Et puis, on voit même son appareil dentaire. Donc, vraiment très adolescent. Et tout cela tranche sur le style macho, plus adulte, des autres formations de narcocorridos. Et d'ailleurs, pour insister sur le côté lycéen, sur scène, comme dans beaucoup des vidéos du groupe, il a un sac à dos d'adolescent sur le dos, comme s'il allait en classe. De Tercer Elemento, on peut les regrouper dans trois grandes catégories. Des narcocorridos assez traditionnels, des chansons d'amour et des chansons qui parlent de la consommation personnelle de marijuana, ce qui est assez nouveau. Et en plus, ces trois genres, comme nous allons le voir, se distinguent par des tonalités inhabituelles. Commençons avec les narcocorridos. Narcocorridos qui, a priori, à première vue, sont très classiques. Ils consistent en des odes à des trafiquants notoires, des récits de poursuites en voiture, etc. Mais Tercer Elemento approche le genre d'une façon différente, d'une façon inédite. Tout d'abord parce qu'il refuse de faire l'apologie de la violence, comme c'était le cas habituellement, ou l'apologie de la vida loca. Il n'y a pas de tête coupée, il n'y a pas de chargeur d'AK-47 qu'on déverse dans les entrailles d'un rival, il n'y a pas non plus de description complaisante d'orgies de cocaïne en compagnie de jeunes femmes dénudées. Voilà par exemple un morceau de 2017, Rafa Caro, qui est porté, vous allez l'entendre, par une tonalité plus élégiaque, beaucoup moins courante, avec une humanité discrète. Je vous laisse lire les 2 pages d'extrait des paroles. Donc, je franchis les portes de la prison. Donc, le temps a passé et voilà ce que ça donne musicalement.
Alors, ce morceau, c'est quand même 161 millions de vues sur YouTube. C'est plusieurs millions de téléchargements. Ça parle d'un narcocorridos qui a vraiment existé, Rafael Caro Quintero. Mais, contrairement au récit habituel, l'ensemble de la chanson peut se lire plutôt comme une histoire de rédemption, en quelque sorte. Celle d'un homme vieillissant qui a passé la plus grande de sa vie en prison et qui souhaite dorénavant se consacrer à sa famille dans une atmosphère apaisée et nostalgique. La deuxième catégorie du répertoire de Tercer Elemento, les chansons d'amour, mettent elles aussi de façon très inhabituelle, mettent en scène de façon très inhabituelle des amours adolescents. Voilà un morceau qui a recueilli pour l'instant 65 millions de vues. Ojos de princesa, linda muñequita, labios de manzana, como me encanta mirarte tu sonrisa, esos ojos bellos que adornan tu cabello, tu hermosa mirada, cuerpo de parada, con el tráfico lento, estoy enamorado de ti, estoy enamorado. Alors, vous l'avez vu, on suit le chanteur dans un lycée où il flirte un peu timidement avec une camarade de classe que je qualifierais de normale, c'est-à-dire jolie mais discrète, loin des jeunes femmes pulpeuses à la sexualité affirmée qu'on voit habituellement dans les clips de narcocorridos ou de gangster rap traditionnels. Quant aux paroles, elles sont parfaitement innocentes, d'un romantisme très fleureux. Néanmoins, l'apport le plus original de Tercer Elemento s'observe dans la troisième catégorie de chansons, celles qui sont consacrées à la consommation de marijuana et non de drogue dure. Là, il ne s'agit plus de glorifier les narcotrafiquants, mais de chanter avec simplicité les bonnes vibrations que l'herbe procure au quotidien, comme l'indique le titre de l'album Good Vibes, Buenas Vibras, un titre bilingue de 2019. La tonalité est joyeuse, positive. La consommation d'herbe n'est ni présentée comme un acte violent ou menaçant, ni comme une transgression. Et vous le voyez, le graphisme de la pochette est dans le style de bande dessinée enfantine, plutôt avenant et souriant. Les chansons, quant à elles, invitent à goûter à la détente que procure l'herbe. Par exemple, sur El Chivo de 2019, 35 millions de vues pour ce morceau. Tercer Elemento chante avec un rappeur mexicain-américain, Berner, sur un fond de hip-hop, et ils font l'apologie des petits biscuits à l'herbe qu'on met dans des céréales le matin, des cookies à l'herbe qu'on met dans les céréales le matin. Quelques secondes de ce corridos. 1, 2, 3, 1. Me desperté relax, voy a desayunar un seriamente la cookies que ahora es medicinal. Las hebras del papel me hicieron levantar, con el humo que aviento todo esto se va a soltar. El chivo ahora que está, la core está de más.
Voilà, et encore plus surprenant, la consommation de marijuana est très souvent dans les chansons du groupe associée à la vie en couple, au rapport amoureux, être avec sa copine et fumer un joint tranquillement. Un petit moment de tendresse, ce qui est le cas dans la chanson suivante, qui sera mon dernier extrait. Si j'allume ma pétard et qu'on fume, main dans la main, si tu es là, je vais bien. Quand je fume, je pense à toi. Quelques secondes de ce morceau. Si me prendo un gallo y lo fumamos de la mano, si juntos los dos viajamos, aunque por el momento no sepa dónde. Si estás tú, yo estoy conforme. Y si lo intentamos y en el espacio volamos, si se me paga el cigarro, en calentro otro nos forjamos y que role contigo hasta donde tope. Y es que cuando fumo pienso en ti, tú sacas lo más bueno de mí. Eres el verde que pinta el gris. Alors, en quoi cette poésie urbaine apaisée pourrait-elle constituer une forme de protestation sociale, de résistance culturelle ou d'affirmation identitaire, à l'instar des narcocorridos plus musclés des années précédentes? Donc, je vais essayer de dégager rapidement, dans les quelques minutes qui restent, quelques pistes de réflexion sur ces enjeux. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que les récits de Tercer Elemento sont ancrés dans la vie quotidienne du pays. On l'a vu, les écoles, les commerces, les petits boulots, on le voit aller faire ses courses, on le voit laver son linge. Et ces choix esthétiques posent comme un fait accompli la présence mexicaine aux États-Unis. Il n'y a plus besoin de rappeler les côtés un peu difficiles, le statut d'émigrés, de minorités ethniques, les spoliations territoriales ou le racisme au quotidien. C'est un autre aspect qui est montré, c'est la vie quotidienne. Néanmoins, chanter l'amour, chanter des petites vies minuscules comme ça, ou chanter le plaisir d'un joint, ça n'a rien d'insignifiant, ça n'a rien d'apolitique, au contraire. Donner la préférence à l'intime, au personnel, aux émotions, c'est aussi un choix militant. Ça constitue une sorte de commentaire sur les structures sociales et politiques du pays, comme l'affirmait, je ne sais pas si vous vous rappelez du slogan des années 60 qu'avait popularisé Carol Hanisch, qui disait « The personal is political », le personnel est politique. Et dans le quotidien, l'intime, il y a du politique. Et en décrivant ce quotidien banal, je pense que les corridos urbanos de Tercer Elemento affirment tranquillement, avec assurance, la présence de Mexicains américains ordinaires aux États-Unis et affirment leur statut incontestable de citoyens états-uniens. D'ailleurs, à ce titre, le code linguistique des chansons est très révélateur, parce que dans les années 50 et au début de la décennie 60, le rock chicano dissimulait très soigneusement ses origines hispaniques par des textes en anglais. Et puis, avec la montée du Brown Power, le mouvement protestataire chicano de la fin des années 60 et du début de la décennie 70, c'est l'espagnol qui devint de rigueur. On s'affirmait par l'espagnol. Mais aujourd'hui, dans ces nouveaux corridos urbanos, les deux langues se côtoient sans complexe. Chanter des corridos, une forme résolument mexicaine, en anglais ou en espagnol, dans l'espace états-unien, cela rend légitime la présence des Chicanex dans cet espace. Et de surcroît, cela interroge bien sûr les logiques coloniales qui ont poussé, qui ont rendu nécessaire la déterritorialisation de ces Chicanex. Le choix du multilinguisme dans les morceaux, là on ne s'en est pas rendu compte, mais c'est souvent le cas, ne fait qu'affirmer la biculturalité croissante de ces régions des États-Unis, mais la biculturalité du pays tout entier. Et donc les corridos, une forme au départ
très localisés et identifiés vraiment à une région spécifique, le nord du Mexique et le sud des États-Unis, deviennent alors le terreau d'une affirmation sociale d'autant plus puissante qu'elle ne prend pas la forme d'une affirmation sociale, d'une subversion d'autant plus forte qu'elle est à peine perceptible. Elle est à la fois au grand jour, mais elle est dans le refus de la résistance culturelle ou politique explicite qui était exprimée par les autres groupes auparavant. Et de fait, les corridos urbanos décrivent une communauté chicanexe qui avance inéluctablement vers ce que j'appellerais une récupération de son espace physique, territorial, mais également de son espace psychique, social et culturel avec la musique. Et le succès spectaculaire du genre et succès auprès de la population mexicaine et mexicaine-américaine, mais également de la population africaine-américaine et euro-américaine, confirme que la communauté mexicaine-américaine peut désormais, ou est en train en tout cas désormais, de se passer de formes plus explicites de protestation et de résistance pour affirmer son identité. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup Claude pour la présentation, merci à tout le monde pour la discussion. Alors effectivement, il est 18h05, donc on va passer la parole à Elsa. Donc Elsa Grassi est maîtresse de conférences en études américaines à l'Université de Strasbourg. Ses travaux ont porté sur l'imagination géographique des musiques aux États-Unis. Elle s'intéresse désormais au rôle de la musique dans l'expression d'une identité nationale états-unienne, notamment à la dimension historiographique du travail de certains artistes afro-américains, ce qui lui permet aujourd'hui de nous proposer une contre-histoire de la musique country états-unienne à travers les réécritures et réinscriptions afro-américaines d'une musique construite comme blanche, donc notamment à travers le rôle d'artistes comme Rhiannon Giddens et Reese Palmer. Et Elsa, écoute, c'est à toi. Ok, donc déjà merci beaucoup Marion, John et Emmanuel pour ce séminaire qui nous permet de nous voir malgré la pandémie et la distance, ça fait du bien. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui fait partie d'un projet qui n'en est vraiment qu'à ses débuts, c'est même la première fois que je communique dessus. Ce projet porte sur la façon dont, aux USA, des musiciens, des musiciennes issus de minorités ethniques révisent l'histoire états-unienne pour en présenter une version plus inclusive, un peu sur le mode de Howard Zinn et son histoire populaire des États-Unis, mais en musique. Donc cette posture peut être tout à fait explicite, prendre la forme d'un discours d'historien, d'historienne de la musique, développé lors de conférences, avec des partenariats avec des musées, ou bien être dans un entre-deux avec une musique de programme comme Duke Ellington avec Black, Brown and Beige, mais aussi plus discrètement passer par des outils musicaux dans la dimension intertextuelle et intrinsèquement historique. Je pense à la citation, à la reprise, à la parodie. De ce point de vue, ce travail sur la dimension historiographique de l'œuvre des musiciennes est la suite d'un article que j'ai publié en 2010 sur le rôle des reprises musicales dans l'après-Katrina à la Nouvelle-Orléans. Lors des concerts caritatifs et des enregistrements destinés à lever des fonds en aide aux victimes, les reprises avaient permis aux musiciens d'offrir à la population alors à la fois une Madeleine de Proust pour ramener un peu l'âme de la ville, mais aussi une lecture critique de la catastrophe qui semblait beaucoup plus humaine que naturelle, et donc faire des liens avec des épisodes de l'histoire de Louisiane ou du pays avec des gestes purement musicaux. Donc, ce faisant, les artistes inscrivaient les inondations dans l'histoire longue du pays. Alors, les musiciennes dont je vais parler aujourd'hui font plutôt de l'histoire révisionniste. Ce n'est pas seulement des citations, ça va au-delà, c'est plus une pratique de l'histoire en action pour la changer. S'il est question donc d'histoire dans leurs chansons, et surtout on parlera de la période de l'esclavage et de Jim Crow, elles dépassent les références pour prendre l'histoire à rebours, l'histoire non seulement américaine, mais aussi l'histoire du médium qu'elles utilisent. Elles révisent l'histoire de la country music elle-même, construite comme musique blanche.
Alors, et là, j'ai oublié de passer, bien sûr, ma première diapo, mais c'est pas grave. Voilà, et la deuxième, voilà, reconstruction. On en parlera plus tard. Donc, dans ma présentation d'aujourd'hui, je ferai brièvement le point sur les minorités dans la country avant de revenir plus brièvement encore, et on verra si j'y arriverai, sur la construction de ce genre comme musique blanche pour montrer finalement comment Rhiannon Giddens et Our Native Daughters participent aujourd'hui à une reconstruction de cette musique. Et donc, je ne pourrais pas parler de Reese Palmer aujourd'hui. Donc, j'utilise le mot reconstruction avec toute sa charge historique. C'est le mot qui est employé pour désigner la période qui suit la guerre de sécession aux États-Unis. Donc, une période où les États-Unis ont tenté de mettre en place une république biraciale qui intègre les 4 millions d'esclaves émancipés avec le 13e amendement. Cette reconstruction était une redéfinition du pays qui s'est traduite par l'inscription de 3 amendements dans la Constitution qui permirent d'élargir la définition du citoyen américain. Et je pense que c'est aussi un peu ce qui se joue dans la musique dont je parle aujourd'hui. Cette révolution inachevée, c'est l'expression d'Eric Foner, un historien de la reconstruction, fut reprise et complétée par une deuxième reconstruction au moment des droits civiques. Et bon, le mouvement Black Lives Matter n'a peut-être pas la même envergure, mais il a un écho culturel indéniable et il questionne la citoyenneté états-unienne. Et cet écho s'est traduit, bien sûr, par des débats dans l'industrie musicale, particulièrement l'an dernier à la suite du meurtre de George Floyd. Les manifestations contre les violences policières ont été doublées de prises de positions médiatiques, individuelles ou collectives, comme celle symbolique du Blackout Tuesday, bien sûr. Et la presse a largement suivi chacun des signes d'une prise de conscience ou d'engagement concret de la part du monde de la musique. Je pense que vous n'y avez pas échappé, c'était un peu partout. Dans ce contexte, la country a été particulièrement surveillée par les médias en raison de sa réputation ethnocentrée et conservatrice. Les journalistes ont été à l'affût de la moindre réaction, ou plutôt du moindre manque de réaction des institutions de la country, de Nashville, et cherchant une confirmation de son image de musique blanche, mais aussi confirmation d'un patriotisme qui interdit toute critique des États-Unis perçue comme anti-américaine. Les journalistes n'ont pas été déçus. Certes, certains groupes ont décidé de se débarrasser des signifiants confédérés dans leur nom. Donc, par exemple, les Dixie Chicks qui sont devenus les Chicks, mais ce n'était pas vraiment surprenant parce que c'était quand même le groupe qui s'était fait complètement ostraciser par les radios country en 2003 après des propos anti-Bush. Il y a d'autres groupes qui ont quand même procédé de façon beaucoup moins élégante avec, par exemple, là sur la photo de gauche, Lady Antebellum, qui est devenue Lady A. Manque de peau, c'était le nom d'une chanteuse noire qu'il utilisait depuis la fin des années 80. Ils ont fini par lui intenter un procès, donc c'était quand même un tout petit peu loupé. Donc, si des voix se sont élevées pour aborder l'actualité en chanson ou sur les réseaux sociaux, elles sont restées minoritaires dans la country, comme a voulu le démontrer l'attachée de presse Lori Liebig, qui est basée à Nashville, avec un tableau de suivi des réactions ou non-réactions des artistes et membres de l'industrie, dont le lien a été posté sur son compte Twitter. Donc voilà, vous l'avez sous les yeux, et bien sûr, vous pouvez vous imaginer, elle a reçu de nombreux messages de tendresse suite à cela. Sans surprise, Nashville a pris le parti d'éviter les sujets qui fâchent lors de la grand-messe de novembre, les Country Music Awards, qui se sont annoncés sur les réseaux sociaux comme zone neutre, faisant même de leur imperméabilité à l'actualité, donc no drama, just music, y'all, un argument promotionnel. La cérémonie a quand même été présentée pour la seconde fois de son histoire par un artiste noir, Darius Rucker, et une récompense pour l'ensemble de sa carrière décernée à la première et dernière star noire de la country, Charley Pride, ici à droite, récompense remise par Jimmy Allen, aussi à gauche, et qui est lui aussi afro-américain. Manque de chance, un mois après la cérémonie, qui s'est déroulée au Ryman Auditorium malgré la crise sanitaire, on annonçait la mort de Charley Pride, ceci n'étant peut-être pas sans rapport avec cela. Donc, son décès fut l'occasion de rappeler des difficultés qu'il avait rencontrées, les tours de passe-passe nécessaires pour qu'il soit accepté à Nashville, notamment l'absence de photos promotionnelles au tout début de sa carrière, mais aussi l'occasion de mesurer le peu de distance parcourue depuis.
Les états des lieux publiés sur la place des artistes afro-américains au sein de la country d'aujourd'hui mentionnaient, comme l'a relevé Recy Palmer, une chanteuse country noire dont je ne vais pas pouvoir parler, mentionnait toujours les mêmes 5 noms, mais pas plus. Donc Cowboy Troy, Darius Rucker, Kenny Brown, Jimmy Allen et Mickey Guyton, qui est la seule femme de la sélection. On n'en trouvait pas beaucoup d'autres. Pourtant, une petite recherche Google aurait dû permettre de diversifier un peu les échantillons. Donc ça montrait quand même de façon très limpide que ces artistes faisaient office d'exception et pas vraiment de norme. D'autant que le débat sur la place de l'ethnicité dans la country et dans les critères de la country avait été réactivé l'année précédente par le succès de la chanson, vous la connaissez, Old Town Road de Lil Nas X, chanson définie par l'artiste lui-même comme country trap. Pour résumer, je ne vais pas aller dans les détails, mais fin mars 2019, le morceau apparaît dans 3 classements des ventes de Billboard, country, hip-hop et général. Et il monte à la 19e place du classement en country avant d'en être exclu, parce que pas suffisamment country. Le communiqué de Billboard, et ils en ont fait 2, expliquant cette décision, stipulait plus précisément qu'elle ne contenait pas assez d'éléments de la country d'aujourd'hui. Donc, today's country music. Le hic, c'est que depuis le début des années 2000, la country est quand même très influencée par le rap et que le country rap, qu'on appelle aussi de temps en temps hick hop, s'est installé très largement. Le hic bis, c'est que, expulsé du chart country par la porte, Old Town Road y est revenu par la fenêtre en figurant dans le Country Airplay Chart, donc le hit des classements des radios, grâce à une seconde version. Il faut dire que dans ce remix, et vous voyez un extrait du clip, une photo du clip à l'image, Lil Nas X est accompagné par le chanteur de country Billy Ray Cyrus, oui, le père de Miley et celui qui a commis Achy Breaky Heart. Et donc, la décision de Billboard, sous ce jour, a été interprétée comme mettant en lumière les non-dits de la police du genre. Si le rap est le bienvenu en country, les rappeurs ne le sont pas, sauf s'ils sont chaperonnés par un chanteur blanc qui les défend, comme ici Billy Ray Cyrus sur Twitter. Selon l'historien Charles Hughes, le genre et ses variations sont comptés en country beaucoup plus qu'ailleurs en termes ethniques. Je cite, « Quand les gens se plaignent que telle chanson est trop pop pour être country, ils veulent souvent dire qu'elle est trop noire. » Et ces frontières sont d'autant plus visibles que la country, mainstream, est un genre dont les institutions sont très investies dans la définition des critères du genre et dans aussi, surtout, sans vraiment les énoncer, les critères du genre, plutôt la différence entre ce qui est country et ce qui n'est pas country. En fait, il n'est pas étonnant que l'affaire Old Town Road soit partie d'un problème de classement de vente ou mettre la chanson dans les classements, car si elle remet en cause la pertinence de tels classements par genre, puisque bien sûr ils interdisent le cluménisme générique, elle suggère également qu'ils obéissent encore à des mécanismes d'exclusion présents lors de leur conception, et nous aurions là donc un retour du refoulé, l'héritage fâcheux de l'histoire commerciale de la musique du sud des États-Unis. Alors là, je vais faire quelque chose de très acrobatique, parce que bien sûr, on ne peut pas résumer rapidement la construction de la country comme blanche, si ce n'est caricaturalement. Donc je suis vraiment désolée de ne pouvoir tracer que des très grandes lignes ici, mais il est indéniable que dans cette construction, la conception des catalogues distincts qui ont indirectement mené à des classements de vente distincts a une place très importante. Donc l'opération remonte au tout début des enregistrements de old time music dans les années 20. Et pour ça, je vais m'appuyer sur le travail de Patrick Huber, donc voilà quelques références, qui démontre comment s'est instaurée une ségrégation musicale dans les enregistrements du début du XXe siècle aux États-Unis. Et il s'appuie surtout sur des archives de personnes qui ont effectué les enregistrements et des correspondances avec les maisons mères. Donc, alors que les musiciens du Sud, quelle que soit la couleur de leur peau, ont un répertoire très large qui allait des hits de Tin Pan Alley, donc la variété de l'époque, à la musique folk, le blues ou les hymnes religieux,
Le personnel des maisons de disques, responsable des enregistrements, effectue un tri qui vise à une purification artificielle de cette musique, tout comme le font d'ailleurs les folkloristes, qui postulent une filiation directe entre le folk anglo-irlandais et la old-time music. Toute influence de Timpanogh est proscrite, la old-time music est réservée aux artistes blancs et on demande aux artistes noirs de jouer du blues pour les classer dans les race catalogs. Lorsque, malgré tout, ils jouent de la country, à ce moment-là, on leur donne un pseudonyme qui fait bien rural et qui permet de les mettre dans le catalogue all-time. Bon, cela est d'autant plus absurde, bien sûr, que les collaborations entre musiciens noirs et blancs du Sud ne sont pas rares dans les studios, comme en dehors, par exemple, bien sûr, le Blue Yodel No. 9, qui est enregistré en 1929 par Jimmy Rogers avec Louis Armstrong et Lil Hardin Armstrong. Progressivement, là je vais vraiment raccourcir, progressivement, les diverses médiations de la musique, images, textes, pratiques, excluent et les artistes afro-américains et le public noir de la country. De la même façon que la old-time music avait été séparée du blues dans les années 20, la country and western et la soul vont être séparées artificiellement dans les années 60 et 70, comme l'explique Charles Hughes dans son livre de 2015, Country Soul. Ce qui se joue alors dans un double mouvement, comme le démontre Lee Ronaldo dans son étude magistrale Lying Up a Nation, donc construire une nation avec des mensonges. C'est autant la construction de genres musicaux dont la race devient un des signifiants principaux des critères de genre, que le recrutement d'un signifiant sonore dans la définition des catégories raciales. Donc finalement, la country et le blues utilisés pour définir ce que c'est qu'un blanc, ce que c'est qu'un noir. Dans son article de 2008, Why does country music sound white? Donc pourquoi est-ce que la country est blanche à l'oreille? Jeff Mann utilise la thèse althussérienne de l'interpellation pour démontrer que la country recrute des sujets blancs et participe d'une construction de la blanchité sudiste qui s'articule à la nostalgie en tant que pratique culturelle narrative. Or, à part dans certaines coon songs, dans des chansons racistes de Timpanogh au tournant du XXe siècle, où un narrateur, typiquement un ancien esclave émancipé, regrette la douceur de vivre de la plantation sur une mélodie de ragtime, la nostalgie, au début du XXe siècle, et même du XXIe, n'est pas une émotion exactement afro-américaine. Henry Louis Gates note dans Stony the Road que les Fisk Jubilee Singers ont hésité à inclure des spirituals dans leur répertoire car ils évoquaient le passé de l'esclavage, ce qui pour lui reflète l'ambivalence de la classe moyenne noire par rapport à cet héritage. Donc, si la country repose sur le triangle blancheur, nostalgie, sud, la country pose le problème de la construction d'une identité noire sudiste. Et c'est exactement ce que mettent en évidence les témoignages de musiciennes noires de country et d'Americana qui évoquent une frontière immatérielle qu'elles ont dû franchir pour se saisir de ce genre musical. Elles pensaient, sentaient que cette musique n'était pas pour elles. Et même qu'en prenant un banjo, instrument associé avec la old-time music ancêtre de la country, elle faisait quelque chose d'interdit, de dangereux ou de tabou. La Canadienne Kaya Wokater, que vous voyez à l'écran, raconte que lorsqu'elle a commencé à jouer du banjo petite, elle était très consciente de la blanchité, je cite, que projetait l'instrument. Je continue la citation. Cet instrument voulait dire que je ne pouvais pas en jouer en public. Enfin, cette blanchité voulait dire que je ne pouvais pas en jouer en public. Ça aurait été étrange. À cette période de complexe et de doute, je n'osais pas aimer cet instrument. C'est aussi ce que rapporte Amethyst Kia du groupe Our Native Daughters, j'y viens, et qui dit qu'elle s'est débarrassée de cet embarras grâce à un cours sur la folk américaine à l'université, où elle a appris donc l'histoire de la musique et qu'il y avait eu des string bands noirs, ce qui a été renforcé par la découverte de l'existence des Carolina Chocolate Drops, dont le seul membre permanent est Rhiannon Giddens. Transition. Donc on va parler de Rhiannon Giddens qui est au début, à l'origine du projet de Our Native Daughters. Le but de Giddens, d'abord lors de sa création des Carolina Chocolate Drops, était de se réapproprier le banjo. Comme elle ne se lasse pas de le répéter, et ça c'est des choses que vous allez voir dans l'extrait d'un concert qu'elle a donné avec Francesco Turrisi, que je vais passer bientôt, les personnes réduites en esclavage dans le Nouveau Monde, venant d'Afrique de l'Ouest, ont apporté soit les instruments, soit le souvenir d'instruments, Tkonting, Nguni et Buchundu,
qui ont donné naissance au banjo sur le sol américain. Et elle insiste sur le fait que c'est vraiment un instrument qui n'a pu voir le jour que sur le sol américain, avec une convergence de différentes traditions multiculturelles sur ce sol. L'instrument est utilisé d'abord exclusivement par les Afro-Américains. Dans les 100 premières années, il est exclusivement sur des plantations. Par la suite, il est approprié par des musiciens pauvres blancs et puis modifié pour prendre sa forme actuelle et utilisé, popularisé par les artistes des minstrel shows, donc les fameux spectacles de ménestrels en blackface qui fonctionnaient sur des caricatures d'Afro-Américains. À partir de ce moment-là, comme la country, le banjo devient un signifiant du Sud blanc chargé d'une histoire douloureuse. Donc, la réappropriation du banjo par Giddens tient de l'exorcisme. Et à mon avis, c'est quelque chose qui se voit beaucoup dans ce passage, donc où elle explique l'histoire du banjo lors d'un concert avec Francesco Turrisi au Met à New York. Donc, c'est dans le musée du Met et c'est donc un endroit avec un très haut plafond, vous verrez pourquoi. Donc, elle évoque cette histoire et il y a plusieurs moments où bon, je pense qu'elle l'amène un peu. Je pense que ce n'est pas quelque chose forcément qui existe dans la salle, mais pour elle, ça va venir, il va y avoir un malaise, parce que c'est un banjo qui évoque des caricatures, des stéréotypes racistes contre les Afro-Américains. Et donc, je vais passer tout de suite l'extrait. Thank you so much. Well, I play this banjo here. It's a little unusual, and people who follow me, maybe have been following me for a while, may know it, but it's still something I gotta talk about because it's just, there's not many of us who play this in public, this kind of banjo. This is a replica of a banjo from 1858, and part of my mission has always been talking about how the banjo is an African-American instrument. First 100 years of its existence, it was only played by African-Americans. It was known solely as a black instrument. It wasn't until like the 1820s and 30s that white folks started to go, I want it. I want to play it. So you start seeing a change. You see a change from homemade plantation gourd type instruments you see to this sort of hoop construction here, which is all banjos from then on have that as a basic construction. And this is the first kind of commercial style, when people are making them to sell them. This is, kind of officially sort of, I guess, a minstrel banjo, which means, of course, that the performers who are playing these as a living were doing it in blackface. Wow. Awkward pause number 2. And the pauses seem really big in here. But it's, it's a thing that must be discussed because it was the most popular form of entertainment in the United States for over 60 years. Blackface minstrelsy, that's a long time. That's like a really long time. And it's, it's baked in our culture in a lot of different ways. I won't bore you with talking about that too much, but it is something that has to be grappled with. But as a musician, I'm very interested in the music part of it because I feel like if we just kind of have a knee-jerk response and go, let's just not talk about it or just shove it in, because, it doesn't happen nowadays anymore, does it? So let's just forget about it, The thing is, we leave all that music behind, not to mention, these tough discussions that we have to have as well with all the imagery and all that. So I'm focusing, it must be done. We can't be scared. Bon, c'est un extrait un peu long, j'arrête, pour pouvoir un peu traduire aussi. À la fin, elle parle du fait que le geste de revenir à cette histoire du banjo à travers le passage raciste, la période du minstrel show, ça lui permet d'arriver à l'héritage des artistes afro-américains qui étaient donc des artistes classiques de banjo avant que ce soit approprié et associé à un héritage raciste. Et ce que je trouve intéressant, donc vous avez vu, c'est ces moments, je crois que les jeunes disent malaisants, ces pauses
awkward pose, les silences maladroits qu'elle résout par l'humour. Mais elle met en évidence ce côté interdit, ce côté tabou de l'instrument pour les Afro-Américains. Donc oui, elle présente cette histoire du banjo avec en toile de fond un malaise et l'intention, bien sûr, de conjurer l'idéologie raciste dont il porte la marque, pour avoir enfin accès à un héritage interdit qui se trouve être celui d'un instrument perçu comme états-unien et donc portant l'idée de la nation américaine. Donc c'est ce travail qui vise à faire sauter les verrous idéologiques de la country, qui empêche les minorités ethniques de la pratiquer, que je vais analyser avec l'exemple de Songs of Our Native Daughters, album sorti en 2009. Voilà. Donc, à l'origine de ce projet, on trouve Rhiannon Giddens, qui sur la couverture est à gauche, à l'extrême gauche, une chanteuse de formation classique, passée à l'Americana par sa pratique des square dances, et qui est surtout donc connue pour son travail sur le banjo avec les Carolina Chocolate Drops, travail qui trouve sa suite ici. Comme vous le voyez, les 4 musiciennes ont des banjos de différentes sortes à la main. Un autre aspect du projet se traduit à la fois dans les paroles et dans le casting des musiciennes. Giddens explique qu'elle a eu l'idée de Songs of Our Native Daughters suite à sa visite du Musée national d'histoire afro-américaine à Washington et à la sortie du film The Birth of a Nation, le nouveau. Dans le livret qui accompagne le disque, elle explique que le nom du groupe est un hommage à Notes on the Native Son de James Baldwin, qui était lui-même inspiré par Richard Wright, et se veut une réponse à ce passage que j'ai traduit. Ce n'est que dans sa musique que l'homme noir aux États-Unis a pu raconter son histoire. C'est une histoire qui n'a jamais été racontée par d'autres moyens et qu'aucun Américain n'est prêt à entendre. Un des objectifs du projet est aussi de donner une voix aux personnages, de donner une voix aux personnages qui ont été laissés de côté dans l'écriture de l'histoire américaine, et en premier lieu aux femmes afro-américaines. Rhiannon Giddens emploie le mot intersectionnel dans le livret. C'est pour cela qu'elle a décidé, avec son coproducteur Doug Powell, de rassembler des joueuses de banjo afro-américaines, Amethyst Kia, que vous voyez complètement à droite, Alison Russell, qui est à côté d'Amethyst, et puis Layla McCalla. Alors Alison Russell, c'est une chanteuse-compositrice qui travaille dans les Birds of Chicago et Pro Girls, et Layla McCalla faisait aussi partie des Carolina Chocolate Drops. Donc elles sont toutes banjoistes. L'album devait à l'origine être composé de reprises issues du répertoire banjo des Minstrel Shows, et c'est pour ça qu'il est sorti sur Smithsonian Folkways, qui était le partenaire au tout début, donc une approche historique. Et il y a bien 2 reprises de répertoire de Minstrel dans le produit fini, mais la dynamique de groupe a abouti finalement à la composition de chansons originales, inspirées par les histoires familiales des musiciennes, et aussi par des récits d'esclaves, donc les slave narratives, contenus dans les archives du National Museum of African American History and Culture. Ce qui explique que l'album soit sorti chez donc, Smithsonian Folkways. Le projet peut donc être considéré comme reparational art, c'est-à-dire un art de réparation après la période d'esclavage. Il peut être considéré comme ça en ce qu'il s'inscrit dans une logique de pansement des plaies de l'esclavage et de Jim Crow, mais aussi concrètement parce qu'il redirige les retombées financières de la musique banjo et de certains airs de minstrel shows vers des artistes noirs. Ce que vous allez voir est un extrait du documentaire sorti sur PBS en février dernier, j'ai eu de la chance, Reclaiming History on Native Daughters, qui est donc le making-of de l'album. Et dans ce passage, je trouve ça intéressant, on trouve vraiment tous les objectifs du disque qui sont résumés. Donc là aussi, c'est en anglais. Désolée, j'ai pas pu mettre de sous-titres. For black female banjo players writing historically based, songs? I don't think so. I mean, I don't think there's ever been a project with 2 black female banjo players on it. I don't know. Yeah, I mean, I just think the focus on the banjo and all the different banjos that we have, it's amazing. The focus on the different rhythms and the different voices, it feels like something pretty special. Everybody is here to serve the purpose of telling the stories of these unsung heroes of our past, within slavery, within segregation, within like all these difficult topics that, people aren't as forthcoming to write or sing about. The opportunity to
have black female voices, you know, using America's instrument, you know, using like the truest American instrument that there is, you know, African ancestry, African American innovation, European innovation. The banjo was a very negative stereotype for African Americans, so much so that it was pretty much just almost completely rejected. To me, that's an important part of this record, and that's, you know, young African American women choosing the banjo is a huge moment for that. That's saying, no, we can embrace this. We don't have to embrace all the bad. We embrace the good, and we embrace the triumph, and this is part of our heritage, and this is something to be proud of. Ok, donc là, on a un peu tout. Le fait que le banjo est un instrument américain, qui a une histoire afro-américaine comme histoire américaine, sa conjuration, le fait de dépasser l'histoire raciste du banjo pour se réapproprier l'instrument et l'américanité en même temps, les voix minoritaires portées par des voix minoritaires dans la société d'aujourd'hui. Tout est là. Donc, comment... Je passe à la prochaine diapo. Comment est-ce que la réécriture de l'histoire fonctionne au-delà de l'instrument du banjo, donc dans l'album? Alors, on trouve principalement, je trouve, deux types de chansons. Des chansons originales inspirées de la vie des personnages oubliés d'histoire qui relèvent du travail de mémoire, donc ça c'est à gauche, et des réécritures, des contre-récits qui vont à rebours de l'histoire officielle. Donc, dans la première catégorie, on trouve des chansons qui ont la particularité de mettre en musique et en parole les histoires familiales des musiciennes, mais aussi des récits d'esclaves, et parfois c'est combiné. Elles sont une façon de raconter une histoire transcontinentale et transgénérationnelle. Par exemple, La vie difficile est un hommage au troubadour haïtien Altieri Dorval, composé par Leila McCalla, qui est d'ascendance haïtienne. Que Shiba est l'histoire d'une reine ghanéenne qui fait bien partie de l'arbre généalogique de Alison Russell. Et Mama's Crying Long et la mise en musique d'un épisode de récit d'esclavage trouvé dans les archives du Smithsonian par Rhiannon Giddens, qui raconte comment une femme qui avait été violée par un contremaître l'a tuée. Et ensuite, donc, les enfants de la plantation, en voyant du sang sur la robe, imaginent une chanson qu'ils chantent. Et c'est malheureusement comme ça qu'on comprend que c'est elle qui l'a tuée et elle sera pendue. Donc ça, c'est un récit historique véridique. Donc la chanson, Mama's Crying Long, fait une mini réécriture de l'histoire à la fin, puisque la pendaison finit par Mama's Flying Free. Donc c'est pas Mama's in the tree, she won't come down. Elle peut pas descendre de l'arbre, mais elle s'échappe en volant. Mais aussi on donne une parole à un enfant esclave, et on utilise aussi pour la mise en musique une instrumentation qui aurait pu être celle d'un chant d'esclave, c'est-à-dire un call and response, chant antiphonique, avec les musiciennes qui tapent dans leurs mains, avec une percussion vraiment minimale. Et donc je vais vous faire écouter un petit extrait parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mama's crying long, And she can't get up, Mama's crying long, and she can't get up, Mama's hands are shaking, and she can't get up, Mama's hands are shaking, and she can't get up Mama's running hard, from the boss's man, Mama's running hard, from the boss's man, called her anyway, the boss's man, called her anyway. the boss's man. Voilà, je ne peux pas passer beaucoup plus parce que j'ai peu de temps, mais je pense que vous avez une idée de ce que ça peut donner. Ensuite, pour la seconde catégorie, les chansons qui réécrivent l'histoire en modifiant ou inversant le point de vue. Il y a deux chansons qui sont des réécritures de la chanson traditionnelle John Henry dans la version de Sid Hemphill. Ces chansons sont Black Myself et Polly Ann's Hammer. Je vais parler de la seconde, pas de la première. Et elles ont été toutes les deux écrites par Amethyst Kia. John Henry, si vous ne le connaissez pas, est un héros folklorique américain noir, né grand et fort, et qui, une fois adulte, devient pousseur d'acier sur le chantier des chemins de fer transcontinentaux.
Le propriétaire du chemin de fer achète un marteau à vapeur pour effectuer le travail de ses équipes, qui sont en majoritaire des Afro-Américains. Et pour sauvegarder son emploi et celui de ses équipiers, John Henry défie la machine et gagne, mais au prix de sa vie, son cœur lâche. Donc, dans la chanson de Sid Hemphill, il perfore la roche pour y placer des charges explosives et pour creuser un tunnel. Donc, Polly Ann's Hammer est un développement d'un couplet vers la fin de la chanson. Lorsque John Henry tombe malade, sa femme va travailler à sa place. Voilà, donc ça c'est la partie qui est en gras. Je suis désolée, je dois passer, mais dans la version de On Native Daughters, donc Polly Ann's Hammer, Polly Ann devient l'héroïne principale de la chanson. Non seulement elle continue à travailler après la mort de John Henry et le marteau ne la tue pas, mais elle et l'enfant qu'elle élève verront venir le jour où ils auront le choix de ne pas s'épuiser au travail, ce que symbolise le fait de jeter le marteau, throw it down and we'll be free, jette-le et nous serons libres. Donc le personnage secondaire dans la chanson originale devient la vraie héroïne de l'histoire, l'écriture de l'histoire. Dans la même catégorie, mais avec une couche historique supplémentaire, on trouve Better Get Your Learning, dont l'orthographe du titre rappelle les coon songs et les minstrel shows. Rhiannon Giddens a trouvé la mélodie de cette chanson dans le Brinks Banjo Instructor, le premier manuel de banjo publié au XIXe siècle, écrit par Thomas F. Briggs. Donc c'était au moment du passage du banjo dans les minstrel shows. La mélodie originale a été publiée sous le titre Get Up in the Morning, dont le thème, la paresse et l'orthographe correspondent à la tradition des minstrel shows. Donc les stéréotypes de l'esclave qui ne veut pas se lever, ne veut pas aller au travail. Giddens utilise la mélodie et l'instrument, le banjo, à contre-emploi pour raconter l'histoire du difficile accès à l'enseignement des Afro-Américains après la guerre de sécession. Les couplets sont autant de tableaux reflétant les obstacles rencontrés par les Noirs pour accéder à l'instruction. Donc, le premier renvoie à l'esclavage, le deuxième à la proclamation d'émancipation, le troisième aux conditions difficiles dans lesquelles travaillent les professeurs, les quatrièmes aux écoles brûlées par les suprémacistes blancs, et la dernière résume le conseil du narrateur devenu vieux, l'histoire appartient à ceux qui veulent l'écrire, ce qui constitue un clin d'œil au but de l'album. Donc, les paroles viennent contredire l'introduction au banjo et l'air entraînant jette une lumière assez troublante sur les images de pendaison, de maladies et d'incendies, ce qui vient donc saboter la mélodie de Briggs. On va écouter le début. Dernière chanson dont je vais parler, et après je commencerai ma conclusion. Slave Driver. Donc, c'est une chanson de Bob Marley, et elle est thématiquement, bien sûr, cohérente avec le reste de l'album par ses allusions à l'esclavage. Elle n'en est pas moins un acte de réécriture de l'histoire à un autre niveau, en ce qu'elle met en lumière le répertoire militant et engagé de Bob Marley, dont la persona posthume a été construite comme celle d'un homme apolitique appelant à l'amitié entre les peuples. C'est ce que démontrait Michelle E. Stevens dans son article Babylon's Natural Mystic, dans lequel elle analyse le coffret Songs of Freedom comme un lissage téléologique de la carrière du musicien, où I Shot the Sheriff, au début de sa carrière, reflète l'immaturité du jeune Rude Boy et où One Love est présenté comme son apothéose lennonesque, son Imagine. Ce qui n'est possible, bien sûr, qu'au prix d'un tout petit oubli, tout petit, le fait qu'un an avant sa mort, Marley avait joué pour l'indépendance du Zimbabwe à la Salisbury
Et donc la chanson Zimbabwe était sortie en 1979 avec Robert Mugabe en pochette. Donc, conclusion. Dans une interview accordée à CMT News cette année, à l'occasion de la sortie du documentaire sur l'album, Rhiannon Giddens faisait le lien entre les manifestations de 2020 et son projet de 2019 en expliquant « La country et l'americana réagissent à la situation actuelle des minorités aux États-Unis en se demandant comment leur ouvrir les bras. Mais il est plus important de reconnaître que les minorités ont toujours été là et qu'on nous a effacés de l'histoire. » Pour elle et pour d'autres artistes américaines, il ne s'agit pas de faire plus de place aux minorités dans des domaines dont on a été exclus, mais de révéler, un peu comme pour une photographie, qu'il n'est pas d'art américain qui soit exclusivement blanc. Aussi, l'entreprise de déconstruction qu'elle poursuit vise à la réappropriation de l'idée d'américanité, autre thème important de la musique des Afro-Américains ces dernières années. En cela, elle se rapproche du travail de John Batiste, que vous voyez à droite, pianiste de la Nouvelle-Orléans, qui a produit des versions d'hymnes américains officieux et officiels en les combinant à l'hymne afro-américain Lift Every Voice and Sing, mais aussi au ragtime, à la trappe et à une distorsion toute hendrixienne qui rappelle Woodstock. De la même manière, dans l'œuvre de Giddens, la country n'est pas tant perçue comme le symbole d'américanité blanche que les Afro-Américains doivent s'approprier, mais comme la preuve qu'il n'y a d'américanité que plurielle. En d'autres termes, pour Giddens, ce qu'il y a d'américain dans la country, c'est le brassage des influences, une histoire, dont son histoire procède, une histoire violente, complexe, dont les tensions ne sauraient trouver leur résolution dans le silence. Et désolée, j'ai été un peu longue. Pas de souci, merci beaucoup Elsa, c'était passionnant.